Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi un extrait du chapitre 4 du Père Goriot, le roman de Balzac. C'est le convoi funèbre du Père Goriot qui clôt le roman. Rastignac est un personnage qui reste présent à travers toute la comédie humaine. On le retrouve effectivement dans plusieurs romans de Balzac, après le Père Goriot, le bal de Sceaux, les illusions perdues, le cabinet des antiques, la peau de chagrin, la maison Nucingen, etc. Après la mort du Père Goriot, Rastignac deviendra un personnage cynique et arriviste, prêt à tout pour réussir. Il parviendra effectivement à faire son chemin dans la haute société grâce à des opérations frauduleuses et à des luttes d'influence. Notre passage est passionnant car nous y assistons en direct à la métamorphose du jeune homme, l'énergie gaspillée toute sa vie par le Père Goriot, l'ingratitude de ses filles à son égard, l'injustice de son abandon, tout cela provoque une forte indignation chez le jeune Rastignac. Lors d'un moment de basculement qui touche au sublime, cette énergie est transformée en volonté de revanche sur le monde, sous le regard quelque peu ironique du narrateur. Ma problématique: comment Balzac nous montre-t-il la métamorphose du jeune Rastignac par une mise en scène de l'enterrement du Père Goriot, où l'indignation perce à travers le regard distancié du narrateur? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes utiles pour un commentaire composé. Une objectivité de façade qui laisse paraître un regard critique implicite, une scène pathétique décrivant l'abandon d'un personnage mort dans la misère, l'omniprésence de l'argent et des intérêts personnels qui expliquent le comportement des personnages, une désillusion perceptible dans le regard de Rastignac, et la révélation d'un projet réaliste plus large où les mécanismes de la société sont percés à jour. Les deux prêtres, l'enfant de chœur et le bedeau, vinrent et donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. Les gens du clergé chantèrent un psaume, le libera, le de profundis. Le service dura 20 minutes. Il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre et un enfant de chœur qui consentirent à recevoir avec eux Eugène et Christophe. « Il n'y a point de suite, dit le prêtre. Nous pourrons aller vite afin de ne pas nous attarder. Il est 5h30. » Dans ce passage, toute la subtilité se trouve dans le point de vue du narrateur qui est à la fois présent et caché. Comme d'habitude chez Balzac, nous avons une focalisation omnisciente, c'est-à-dire un narrateur qui en sait plus que ses personnages. Mais ce narrateur garde une certaine distance. Son indignation et sa critique sont exprimées de manière implicite. Sans jamais déplorer directement l'abandon dont est victime le Père Goriot, il nous fait comprendre à quel point cet enterrement est vide, misérable, pathétique. Par exemple, il nous donne à voir un minimum de personnes. Il énumère seulement les membres du clergé, 2 prêtres, un enfant de chœur, un bedeau. Il se compte sur les doigts de la main. À part Eugène et Christophe, les autres personnes ne sont même pas mentionnées. Les gens du clergé chantèrent un psaume. Cela signifie que les autres ne chantent pas, mais il est impossible de se les représenter, car ils ne sont évoqués qu'en creux, à la négative. Pour ainsi dire, ils brillent par leur absence. D'ailleurs, comme le dit le prêtre, il n'y a point de suite, c'est un discours rapporté de manière directe, des paroles rapportées telles quelles, entre guillemets. Ainsi ce n'est pas le narrateur qui donne son avis. La critique est implicite. Derrière cette objectivité de façade, on peut voir la déception du jeune Rastignac qui constate l'ingratitude du monde pour le Père Goriot qui, lui, a tout sacrifié à ses filles. Autre aspect décevant de l'enterrement, tout se passe très vite, comme en témoigne le rythme rapide du texte. Un psaume, le libera, le de profundis, avec une insistance sur le singulier. L'énumération, très précise, nous laisse deviner qu'elle est complète, c'est le strict minimum. On est loin des énumérations balzaciennes habituelles, qui ont tendance à déborder le cadre du texte. Le narrateur semble s'effacer derrière l'objectivité. Il ne dit pas « le service ne dura que 20 minutes », mais « le service dura 20 minutes ». Cependant, l'indication temporelle est étonnamment précise et la brièveté de la phrase suffit à souligner la durée trop courte du service. Le narrateur laisse son lecteur porter un jugement par lui-même. On peut aussi imaginer que la remarque provient de l'étonnement du jeune Rastignac lui-même. C'est là que la question de la focalisation se complexifie. Dans ce point de vue omniscient et prétendument neutre du narrateur, certains passages semblent faire émerger le regard de Rastignac. Balzac critique l'Église de manière détournée. Par exemple, il utilise l'ironie, dans une époque où la religion n'est pas assez riche pour prier gratis. On sait que Balzac décrit par ailleurs des vicaires et des prélats vivant dans l'opulence. Mais ce n'est pas le cas de ces prêtres, qui sont manifestement pauvres. D'ailleurs, il précise bien, il n'y avait qu'une seule voiture de deuil pour un prêtre, c'est-à-dire que le deuxième doit aller à pied. Les prêtres eux-mêmes se montrent peu sensibles et peu généreux. Ils laissent Eugène et Christophe monter dans la voiture, mais c'est le verbe consentir qui est utilisé. Ils le font à contre-cœur. Leur prestation est à la mesure de leur gain. Ils donnèrent tout ce qu'on peut avoir pour 70 francs. Ils sont pressés d'en finir au plus vite. Il n'y a point de suite. Nous pourrons aller plus vite afin de ne pas nous attarder. Pour le prêtre, cette nouvelle affligeante est au contraire une aubaine. Le lien logique de but évacue toute dimension pathétique.
Cependant, au moment où le corps fut placé dans le corbillard, 2 voitures armoriées, mais vides, celle du comte de Restaud et celle du baron de Nucingen, se présentèrent et suivirent le convoi jusqu'à Père-Lachaise. À 6 heures, le corps du père Goriot fut descendu dans sa fosse, autour de laquelle étaient les gens de ses filles, qui disparurent avec le clergé aussitôt que fut dite la courte prière due au bonhomme pour l'argent de l'étudiant. Le narrateur continue avec un ton d'apparente objectivité. Les lieux sont précis, le Père-Lachaise. Les indications temporelles le sont aussi, à 6 heures. La volonté de réalisme passe aussi par la peinture de classes sociales variées. Nous avons déjà vu la présence du clergé, mais nous trouvons aussi la noblesse avec l'adjectif armorié. Les gens de ses filles désignent les domestiques. Les fossoyeurs représentent la classe sociale la plus basse. Afin de montrer l'abandon final du père Goriot, le narrateur évacue toute présence humaine avec des procédés syntaxiques. Les voitures se présentent. Le verbe présenter à la voix pronominale donne l'impression que même les cochers sont absents. De même, les verbes placer et descendre sont à la voix passive, sans complément d'agent. On a l'impression que le corps du père Goriot est enterré sans l'aide de personne. Dans la même logique d'amenuisement, le temps consacré au père Goriot est réduit au maximum. Les 2 voitures armoriées passent au moment où le corps est placé dans le corbillard, c'est-à-dire au dernier moment. Puis elles disparurent aussitôt que fut dite la courte prière. Leur présence est encadrée par ces 2 précisions temporelles. Le passé simple, employé quasiment pour tous les verbes, donne l'impression d'une succession d'actions soudaines qui ne sont pas envisagées dans la durée. Le lecteur se pose évidemment une question majeure. Est-ce que les filles du père Goriot seront présentes à l'enterrement de leur père ? Elles qui ont donné toutes sortes d'excuses pour ne pas venir le voir sur son lit de mort, vont-elles montrer un ultime geste d'affection ? Le narrateur reste encore étrangement neutre et distant lorsqu'il annonce que les voitures sont vides. Seule marque de l'importance de l'événement, les 2 liens logiques d'opposition. Cependant, amorce un moment d'espoir, que la conjonction de coordination fait immédiatement retomber. Comment expliquer la présence de ces 2 voitures et de ces gens qui ne parviennent pas à donner l'illusion ? On peut sans doute y voir le sentiment de culpabilité des 2 filles. En effet, le réalisme de Balzac n'est justement pas manichéen. Les filles ne sont pas méchantes, ni cruelles, ni même absolument indifférentes. Elles sont juste, elles-mêmes préoccupées par leurs propres intérêts. Quand les 2 fossoyeurs eurent jeté quelques pelletées de terre sur la bière pour la cacher, ils se relevèrent, et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui demanda leur pourboire. Eugène fouilla dans sa poche et n'y trouva rien. Il fut forcé d'emprunter 20 sous à Christophe. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Le jour tombait, un humide crépuscule agaçait les nerfs. Il regarda la tombe et y ensevelit sa dernière larme de jeune homme, cette larme arrachée par les saintes émotions d'un cœur pur, une de ces larmes qui, de la terre où elles tombent, rejaillissent jusque dans les cieux. Il se croisa les bras, contempla les nuages, et, le voyant ainsi, Christophe le quitta. Dans ce passage, une phrase manifeste un moment de basculement. Ce fait, si léger en lui-même, détermina chez Rastignac un accès d'horrible tristesse. Comment expliquer cela ? Symboliquement, le pourboire du fossoyeur fait franchir à Rastignac la limite du zéro. Ayant donné ses dernières économies pour l'enterrement du vieil homme, il doit s'endetter auprès de Christophe pour payer ses 20 sous supplémentaires, alors que tout le monde s'est empressé de partir avant la fin. Les fossoyeurs eux-mêmes n'ont pas terminé leur travail, après quelques pelletées de terre. Ce fait léger en lui-même confirme que l'argent est le seul moteur de toute l'action. L'intérêt personnel explique l'empressement des prêtres, les carrosses vides, les domestiques impassibles, la fosse creusée. Ce dernier détail cruel agit comme un révélateur de toutes les observations et de toute l'expérience accumulée. En soumettant le lecteur à la même expérience que Rastignac, Balzac fait opérer sur lui ce même mécanisme de la désillusion. Le moment déclencheur va ainsi modifier le ton même de la narration. Eugène n'est désormais plus appelé par son prénom, il sera Rastignac jusqu'à la fin. L'état d'esprit du jeune homme semble déteindre sur le décor. On ne dit pas qu'il pleut. Pourtant, les larmes rejaillissent jusque dans les cieux, puis il contemple les nuages. La poésie des images et le jeu de regard avec le ciel créent une sorte de proximité quasiment romantique entre le personnage principal et la nature environnante. Ce passage est aussi une prolepse dans l'œuvre de Balzac. Qu'est-ce qu'une prolepse ? C'est une annonce plus ou moins explicite de ce qui va suivre. Il annonce et prépare le personnage de Rastignac tel qu'il apparaîtra dans la suite de la Comédie humaine, un personnage arriviste et sans scrupules. Le titre des Illusions perdues illustre particulièrement bien ce qui se passe en cette fin de roman. Ayant enseveli sa dernière larme de jeune homme, il perd du même coup son cœur pur. Son endurcissement est manifestement visible de l'extérieur. Le voyant ainsi, Christophe le quitta. Rastignac, resté seul, fit quelques pas vers le haut du cimetière et vit Paris tortueusement couché le long des 2 rives de la Seine où commençaient à briller les lumières. Ses yeux s'attachèrent presque avidement entre la colonne de la place Vendôme et le dôme des Invalides, là où vivait ce beau monde dans lequel il avait voulu pénétrer.
Il lança sur cette ruche bourdonnante un regard qui semblait par avance en pomper le miel et dit ces mots grandioses. « À nous deux maintenant !» Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, Rastignac alla dîner chez Madame de Nucingen. Le point de vue de Rastignac est surplombant. Il se trouve vers le haut du cimetière. Il domine désormais le monde qui se déroule à ses pieds. Cette position participe à la prolepse que nous avons vue. En effet, le beau monde a un double sens. C'est à la fois une société, mais aussi l'univers qui se présente à lui. L'image de la ruche est une métaphore qui représente toutes les opportunités qui fourmillent comme des abeilles. Cette métaphore est filée avec le miel qui représente la richesse par sa couleur et le confort par sa douceur. Les images empruntent aussi à l'imaginaire biblique. Le mot tortueusement fait allusion au serpent tentateur qui provoque l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Rastignac souhaiterait alors forcer l'entrée de ce paradis perdu, comme l'indique le verbe pénétrer. Paris tortueusement couché évoque aussi Babylone, la grande ville décadente et corrompue, aussi appelée la grande prostituée, associée à toutes les fausses religions. La capitale serait alors personnifiée en déesse maléfique, ce que confirme la majuscule attribuée au mot société. Un concept abstrait représenté par une figure humaine, c'est ce qu'on appelle une allégorie. La phrase rapportée au discours direct « à nous de maintenant » semble prendre acte de cette personnification, comme si ces images étaient aussi dans les pensées de Rastignac. C'est un phénomène constant dans notre passage. La focalisation interne au personnage surgit dans le point de vue omniscient. Dès lors, on peut se demander quel est le point de vue du narrateur. Il apparaît à la fin dans le mot « grandiose ». La force de ce mot trahit une certaine dose d'ironie. La mise en scène, qui l'espace d'un instant touche au sublime, retrouve brusquement sa juste mesure avec la dernière phrase. Et pour premier acte du défi qu'il portait à la société, il alla dîner chez Madame de Nucingen. Finalement, la vision romantique du personnage est corrigée par le réalisme du narrateur. Dans notre passage, le narrateur garde une certaine distance, une objectivité de façade qui laisse percer une certaine ironie et un regard critique implicite. Mais derrière cette neutralité apparente, on peut percevoir toute la dimension pathétique de cette scène. En effet, le lecteur peut constater l'abandon dont le père Goriot est victime. Il n'y a presque personne à son enterrement. Les prêtres font très vite une prestation minimale, de manière à réduire tant que possible le temps consacré aux morts. L'ingratitude des filles du père Goriot est notamment visible en creux par la présence de leur voiture vide. La focalisation se complexifie quand le regard de Rastignac émerge à travers le point de vue omniscient du narrateur. Le pourboire des fossoyeurs est un moment de basculement qui révèle le rôle central de l'argent. C'est un moment de désillusion pour le jeune homme. Rastignac devient presque un héros romantique, prêt à venger le vieil homme abandonné contre la ville personnifiée en déesse maléfique. Mais la tentation du sublime est immédiatement rattrapée par le réalisme de Balzac, qui montre avec ironie que les motivations de Rastignac vont aussi dans le sens de son intérêt personnel. Ce faisant, Balzac nous annonce la suite de son œuvre. L'histoire du père Goriot apparaît comme le mythe fondateur qui explique la destinée de Rastignac. En cette fin de roman, tout se passe comme si l'énergie gaspillée en vain par le père Goriot, toute cette injustice, s'était transformée en une nouvelle énergie que Rastignac décide désormais d'utiliser à son profit. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez le père Goriot de Balzac, je vous propose de découvrir maintenant avec moi d'autres extraits. La description de la Pensio Vocé, chapitre 1, le portrait de Vautrin, qui se trouve aussi dans le premier chapitre, et enfin l'agonie du père Goriot dans le chapitre 4. Au revoir.